Bon, bah, bonjour à tous, merci d'être parmi nous dans ces conditions-là, toujours. On espère que vous allez tous bien. On va discuter aujourd'hui d'une vaste question sur le monde d'après qu'on a intitulé Socialisme ou barbarie. Alors, pourquoi discuter du monde d'après, c'est-à-dire d'après la pandémie, alors qu'on n'en est pas sorti? Ben, l'idée, pour tout dire, elle vient de Macron lui-même, qui l'a annoncé assez pompeusement dans un discours du 12 mars. Et c'est la preuve d'une certaine indécence de la part du président des riches à se projeter déjà dans le monde d'après, alors qu'on en est encore au début de la crise sanitaire. D'autant que jusqu'à aujourd'hui, c'est l'incurie de ses services qui a montré la mauvaise gestion de cette épidémie. Parce que c'est facile de faire des belles promesses pour l'après, quand toute l'action gouvernementale depuis des années, du démantèlement de l'hôpital public à l'anéantissement terrible des allocations chômage il y a quelques mois, semble aller dans le sens d'affaiblir les quelques défenses non pas immunitaires, mais sociales face à la maladie. L'urgence, nous l'avons discuté il y a 2 semaines, et aussi la semaine dernière. L'urgence, et je le dis d'emblée parce que je ne le répéterai pas assez dans ce topo qui sera plus général, l'urgence consiste à mettre tous les moyens humains logistique, financier au service du combat sanitaire, et pas seulement dans les pays riches, mais aussi sur toute la planète. L'urgence est de stopper les productions non essentielles pour tendre toutes les forces dans ce combat. Or, ce n'est pas du tout le choix du gouvernement français, ni des autres, nous y reviendrons. Dans ces conditions, bien, les envolées lyriques sur le monde d'après sont des discours politiciens qui méritent à peine qu'on s'y arrête. D'ailleurs, un autre président français avait tenu le même genre de discours lors de la dernière crise mondiale, la crise financière de 2008, et c'était Nicolas Sarkozy. Du coup, je vous ai mis un petit quiz que vous pouvez voir là sur votre écran pour savoir si la déclaration vient de Macron ou de Sarkozy. Et vous verrez que les paroles sont très similaires. Résultat de 2008, après ces belles paroles sur la réforme du capitalisme, eh bien, des milliers de milliards ont été donnés aux banques, les grands groupes ont licencié des millions de travailleurs, et 2 ans après, dès 2010, les banques se retournaient contre les États qui les avaient renfloués, en spéculant sur leur dette publique devenue abyssale, plongeant les plus fragiles d'entre eux, comme la Grèce, dans un cycle de récession qui a appauvri toutes les classes populaires. Vous avez les mots sous les yeux, vous pouvez les comparer aux actes. Le monde d'après, si les travailleurs font confiance aux Trump, Merkel, Sarkozy ou Macron, le monde d'après aura tous les défauts du monde d'hier, mais en pire. Alors, pour exister sur la scène politique, les oppositions institutionnelles à Macron, essentiellement le Rassemblement national d'un côté et la gauche de l'autre, du PS au PC en passant par la France insoumise, eh bien, ces oppositions jouent le jeu de la discussion sur le monde d'après. Ces oppositions ne peuvent que se positionner sur l'avenir, car elles sont impuissantes dans le présent. Impuissantes parce qu'elles sont profondément liées à la manière dont Macron et derrière lui le patronat gèrent la crise, et donc fondamentalement d'accord avec sa politique. Derrière les discours se cache une réalité crue. Lors du vote du budget à l'Assemblée nationale le 19 mars dernier, c'était la loi de finances rectificative, le RN et la gauche ont voté comme un seul homme avec le gouvernement un plan de presque 350 milliards d'euros de soutien au patronat. Les députés marcheurs sont pourtant majoritaires au Parlement et n'avaient pas besoin de cette aide. Mais ces gens-là, de la gauche, ils savent que pour espérer accéder un jour au pouvoir, il faut faire allégeance au patronat dans ce genre de vote décisive qui porte sur des milliards d'euros. Alors, dès la semaine suivante, excusez-moi, dès la semaine suivante, toute cette gauche passait l'éponge et s'épanchait à propos du monde d'après dans les colonnes de l'UBA, de l'IB ou du Monde Diplo. Nous n'allons pas jouer à ce jeu-là. D'abord, nous l'avons dit et redit les semaines précédentes, nous refusons cette union nationale qui ne vise qu'à enchaîner les travailleurs derrière le patronat. Pendant la crise sanitaire, la lutte de classe continue et elle continue même de plus belle, car les attaques pleuvent côté patronat et, et gouvernement d'un côté, et de l'autre côté, la conscience grandit dans notre classe. Le monde d'après se décide en fait maintenant. La situation que nous vivons porte en elle les germes de tous les futurs possibles. Alors, pour que nous puissions peser dans le sens des intérêts des travailleurs, il faut tenter de comprendre d'abord, d'anticiper un peu, si on le peut, et de formuler non pas des promesses, car nous ne sommes pas des politiciens, non pas un programme de pied en cap, car nous sommes trop faibles pour ça, mais quelques perspectives au moins pour le monde d'après, et montrer comment elles sont liées
à notre action ici et maintenant. Alors la première chose pour anticiper un peu sur les suites possibles, c'est assez naturel de se tourner vers la Chine qui a connu la crise sanitaire 2 mois avant la France. Aujourd'hui, l'État chinois peut se vanter d'avoir contenu le virus. Et il se pose en pas en première puissance, mais en puissance mondiale, capable de gérer l'épidémie bien mieux que son grand frère américain. Xi Jinping pratique la diplomatie du masque et donne des conseils et expédie le matériel médical et les médicaments dans toutes les vieilles puissances capitalistes. Dans un État autoritaire comme la Chine, il est très difficile de démêler la réalité de la propagande. Aussi, on se garde de reprendre tel quel le discours officiel, et on se rappelle que les médecins qui alertaient sur l'épidémie dès le début du mois de décembre ont été emprisonnés, on se rappelle les images volées des hôpitaux de Wuhan, bondés et débordés fin janvier, pendant que le régime diffusait dans le monde les images d'un hôpital moderne construit en 10 jours. La Chine se dit communiste, mais elle ne l'est pas le moins du monde. C'est une grande puissance capitaliste, comme ici, en Chine, on a une société basée sur l'exploitation des travailleurs et une exploitation certainement encore plus féroce qu'ici. Donc, dans cette épidémie, comme ici, au-delà des chiffres moyens de malades et des taux de mortalité en pourcentage, on imagine que les plus pauvres ont subi le choc de plein de fouet, tandis que les plus riches étaient à l'abri à relayer la propagande du régime. Ceci dit, la Chine a réussi à contenir l'épidémie, ce qui n'est pas encore le cas de l'Italie, de la France et des USA. Alors comment? En fait, c'est le 28 février qu'est sorti un rapport très important de l'Organisation mondiale de la santé sur ce qui a été fait en Chine. Ce rapport détaille les méthodes employées pour reculer le pic épidémique et aplatir la fameuse courbe. C'est l'idée du confinement pour gagner du temps, confinement encadré par des comités de quartier dans chaque pâté de maison, payé par le parti pour fliquer les voisins. C'est pendant ce temps-là la construction de lits d'hôpitaux, des tests par millions, le recours au scanner des poumons en l'absence de tests chimiques. C'est l'isolement des malades dans des cliniques dites cliniques de fièvre, c'est la mesure de la température dans tous les lieux publics, le traçage des contacts pour remonter les filières de contamination. Tout ça, c'est un travail et une dépense d'énergie énorme qui, dans la seule ville de Wuhan, par exemple, a mobilisé 1800 équipes de 5 épidémiologistes qualifiés en permanence, en plus du matériel. Alors bien sûr, l'autoritarisme bureaucratique et policier des méthodes est assez effrayant. Ce n'est pas du tout notre idéal. Mais l'exemple chinois, et on pourrait parler de Taïwan ou de la Corée du Sud, montre que nos sociétés modernes sont capables, ont les moyens en tout cas, de contenir un développement du virus. Oui, nous serions même pour des comités de quartier, mais pas des comités de quartier pour fliquer, pas des demi-flics stipendiés, mais de véritables comités de quartier organisés. Oui, on serait pour l'utilisation de l'électronique que nous portons maintenant tous dans notre poche, mais pas pour renflouer le big data, ni pour donner des armes à un État policier. Alors, ce rapport de l'OMS qui détaille ces quelques moyens de lutte contre l'épidémie sort le 28 février. Tout y est expliqué. Le lendemain, samedi 29 février, dans notre petite France, on a un conseil des ministres extraordinaire qui doit discuter de faire face à l'épidémie de Covid-19. Et ce conseil des ministres, je ne sais pas si vous vous en rappelez, ça paraît très loin, mais il a décidé avant toute chose l'utilisation de l'article 49.3 pour adopter sans vote la réforme des retraites. Voilà ce qu'on faisait en France pendant ce temps-là. Alors, ce qui s'est passé en Chine, le fait d'avoir contenu à peu près l'épidémie était quand même délimité dans l'espace et dans le temps. Il y avait une certaine préparation de l'État chinois qui avait connu quelques alertes depuis le SRAS en 2002. Et il y a des institutions tentaculaires qui sont aussi autoritaires et étouffantes, mais qui sont très dotées en main-d'œuvre. Et il y a des capacités de production qui sont aujourd'hui au niveau de celles des vieux pays impérialistes. Et tout ça a permis de contenir et même de faire reculer l'épidémie. 2 mois après, la situation est encore différente car on est face à une pandémie donc mondiale. Regardons quand même ce qui s'est passé depuis la fin du confinement qui est venu progressivement à partir de fin février en Chine. La reprise économique est progressive, mais elle ne semble pas aussi rapide que le voudrait Pékin. Beaucoup de travailleurs migrants, qu'on appelle les Minggong, et qui sont vraiment la main-d'œuvre ouvrière principale en Chine, n'ont pas pu ou pas voulu revenir sur les chaînes. Sous la pression des autorités gouvernementales, des patrons d'usines ont fait tourner leurs machines à vide pour donner l'illusion d'un redémarrage du business. Mais en réalité, on avait des sites à l'arrêt avec la lumière et les climatiseurs laissés allumés parce que la consommation d'électricité est un indicateur d'activité très suivi
pour mesurer l'activité industrielle. Finalement, on a une réouverture partielle de l'industrie dans le Hubei, donc la région du centre qui a été très touchée, et qui commence vers la mi-mars. Donc, par exemple, les usines automobiles de PSA et Renault ont été fermées de fin janvier à fin mars. Et c'est ce coût économique du confinement qui a inquiété et qui inquiète encore au plus haut point les gouvernements, bien plus que la crise sanitaire elle-même. Car quand il n'y a plus de travail humain, il n'y a plus de profit. Si quelqu'un se demandait encore d'où viennent les fortunes patronales, on a désormais la réponse à grande échelle. Alors effectivement, le choc économique du confinement, il promettait d'être violent et il l'a été. Et c'est d'ailleurs le secteur de la finance, qui est le secteur hypertrophié dans la période actuelle, qui a réagi le plus vivement. Avant même le confinement, des grands pays capitalistes comme les USA ou l'Allemagne, dès la première quinzaine du mois de mars, les bourses chutaient brutalement. Alors, sans rentrer dans les détails, dans l'économie capitaliste, les actifs financiers représentent des bons de tirage sur les profits futurs. Une action promet des dividendes, un bon du trésor des intérêts, etc. Chacun de ces produits financiers représente la promesse d'avoir une part de profit pas encore réalisée, mais dont son porteur compte qu'il le soit dans un mois, dans un an ou 10 ans, ça dépend des produits en question. Ces hypothèques sur les profits futurs s'échangent frénétiquement sur les marchés financiers, qui sont donc des marchés de produits tout à fait fictifs, mais dans lesquels les capitalistes trouvent chacun leur compte grâce à un comportement spéculatif et qui représente globalement pour la classe capitaliste la prétention non pas seulement à exploiter les travailleurs d'aujourd'hui, mais aussi ceux de demain. Le niveau de la dette publique ou privée est donc un bon indicateur de la financiarisation de l'économie. Mais comme c'est un marché de capital fictif, la fiction peut voir la vie un peu trop en rose et des bulles se forment. Bulles de crédit immobilier, bulles du cours des actions, bulles de dette. Les bulles éclatent finalement quand le décalage entre la valeur réalisée et la valeur promise devient trop grand et que certains spéculateurs comprennent que les promesses de profit ne pourront pas être honorées. En d'autres termes, quand les profits financiers ne pourront jamais être réalisés faute de profits suffisants dans la production. À l'annonce du confinement et de l'absence presque totale de toute production et donc de tout profit pendant des semaines, c'est donc la finance qui a réagi le plus fort et le plus vite. Et la forme première qui a pris le choc économique est celui d'une crise financière qu'on voit sur les graphiques. Alors, à chaque crise financière, les plans de sauvetage ne tardent pas. Alors, je vous montre ici, c'est petit, mais vous avez le graphique qui est très célèbre à gauche, celui avec le pic épidémique sans confinement en rouge, avec confinement en bleu, qui permet de passer sous la barre horizontale qui montre la capacité d'accueil des hôpitaux. Alors ce graphe, il a été beaucoup utilisé pour faire de la pédagogie. On l'a utilisé nous-mêmes dans un article pour Convergence révolutionnaire. Il a quelque chose d'un petit peu qui naturalise la capacité d'accueil des hôpitaux, parce que cette barre horizontale sous laquelle il faut passer, c'est le résultat quand même de politiques d'austérité précédentes. Mais passons. C'est quand même un graphe qui parle de la situation sanitaire. Dans les, En fait, dans les milieux économiques et bourgeois, patronaux, quoi, ou dans la presse économique, vous trouvez ce graphe associé au graphe de droite. Et le graphe de droite, bah, en gros, c'est le graphe de la crise économique. En rouge, c'est le plongeon de la production et des profits si on fait le confinement sans rien faire d'autre. Et en bleu, c'est le plongeon qui est amorti par l'aide massive des États. Et donc, les milieux économiques et financiers, ils ont communiqué dès le début de la crise, très rapidement, en mettant au même niveau la crise sanitaire et la crise boursière. Le plan de sauvetage de la crise sanitaire, c'est le confinement, et il doit s'accompagner naturellement du plan de sauvetage de la finance, qui, d'ailleurs, il ne s'est pas accompagné naturellement. En réalité, le plan de sauvetage de la finance a été beaucoup plus résolu, beaucoup plus hardi, il a consommé beaucoup plus de moyens, et il a été beaucoup mieux coordonné internationalement que le plan de sauvetage sanitaire qu'on attend toujours. Alors, à quel type de sauvetage on a assisté? Ben, dans un krach boursier, les propriétaires d'actifs financiers, comme des actions par exemple, veulent s'en débarrasser tous en même temps. Et c'est ce qui fait chuter les prix dramatiquement. Qu'est-ce qu'ils veulent à la place? Ben, des valeurs sûres, de la monnaie, du dollar, le dollar surtout, qui est la monnaie internationale. Ou alors des titres de la dette d'État, qui sont eux aussi jugés très sûrs. C'est ce qu'on appelle les bons du trésor, et on préfère en général les Américains ou les Allemands. Donc la conséquence du krach, c'est que d'un côté, les prix des actifs financiers chutent, de l'autre, le prix de l'argent augmente.
Qu'ont fait les banques centrales? Elles se sont engagées à échanger au besoin des montagnes d'actifs dévalués, sans valeur, contre des bons du trésor. Donc en fait, à socialiser les pertes des financiers qui ont perdu au petit jeu du krach. Elles s'engagent aussi à maintenir une offre permanente de monnaie, notamment de dollars, cela en baissant les taux d'intérêt et en garantissant l'accès. Pour ça, d'ailleurs, la Banque centrale américaine a joué le rôle de banque centrale mondiale, quasiment, d'une banque centrale des banques centrales, en garantissant l'accès au dollar, y compris en dehors des USA. Plus réactif et centralisé, tu meurs. Mais justement, puisque la finance est à ce point centralisée à l'échelle internationale, plutôt que de s'appuyer sur les États pour sauver les capitalistes à fond perdu et de refaire à nouveau comme en 2008, eh bien, il faudrait faire exactement l'inverse, c'est-à-dire exproprier tous les acteurs financiers privés, regrouper toutes les banques, assurances et institutions financières à l'échelle mondiale pour orienter l'épargne et la création monétaire vers les besoins humains et non pas les profits d'une poignée. Cette centralisation financière internationale est non seulement possible, mais elle est déjà réalisée par la classe capitaliste elle-même et donc à son profit exclusif, par le biais de son état-major en chef, l'État américain. Non, nous ne sommes pas de ceux qui prônent sagement le sauvetage de la finance. Nous voulons déclarer sa faillite, cesser de payer le tribut aux propriétaires de capitaux fictifs, et pour cela faire l'inverse du plan de sauvetage, c'est-à-dire l'annulation des dettes publiques et privées et l'expropriation de toutes les institutions financières sans indemnité. Alors, je voulais vous parler de l'immobilier, qui est un actif financier très intéressant, mais je vais sauter faute de temps. Une fois les capitalistes sauvés par l'État du danger immédiat du krach financier, ils restent face au problème de fond posé par le confinement. C'est l'absence de production et de vente, la fermeture de bien des usines et de bien des marchés. Comme à chaque crise, on assiste à la reprise en main de l'économie par la puissance publique, par le biais de plans de sauvetage qui sont, ce mois-ci, d'une ampleur absolument inédite. Aucun pays n'écarte la possibilité de nationalisation d'entreprises fragilisées à l'extrême, comme les compagnies aériennes, ni la France, ni l'Allemagne, ni les États-Unis, ce qui vient nous rappeler d'ailleurs la signification fondamentale des nationalisations par un État bourgeois, c'est le sauvetage des propriétaires et des actionnaires aux frais des classes populaires et des salariés. Alors, l'argent magique, comme disait Macron à une soignante, il est distribué aujourd'hui sous forme de crédit d'impôt et de prêts à taux zéro ou de dons purs et simples aux entreprises. Trump a même réalisé le rêve de Keynes de la distribution d'argent par hélicoptère, Keynes disait hélicoptère money, avec un petit quelque chose pour les familles populaires qui n'ont ni assurance chômage ni assurance maladie et un gros quelque chose pour le patronat. Ces plans, donc vous voyez les montants sur la diapositive, ces plans ont été partout soumis au Parlement dans les grandes puissances dites démocratiques. Ils ont été adoptés dans l'unanimité totale. Unanimité entre républicains et démocrates aux USA, entre gauche et extrême droite en France, de même qu'en Allemagne. La gauche, elle a applaudi et elle a validé au nom de son amour pour l'intervention de l'État dans l'économie. La gauche pourfend le néolibéralisme et donc elle trouve formidable que l'État s'ingère dans l'économie. Mais c'est un mensonge qui justifie en réalité sa soumission au capital. Le principe est vieux comme le capitalisme et l'État moderne. Les profits sont privatisés et les pertes socialisées. Quand l'économie va bien, il faut baisser les impôts sur les riches, les dividendes et les profits, et quand elle va mal, il faut éponger les pertes sur le budget de l'État. Libéralisme et keynésianisme sont les deux faces d'une même pièce, deux politiques utiles à la bourgeoisie dans des moments différents. Parce que qui va payer la facture? Eh bien, les classes populaires. Les travailleurs des entreprises renflouées la payent déjà. Ils viennent de perdre 10 jours de congés qui sont imposés et de se voir imposer la semaine de 60 heures. Et dans les années qui viennent, on aura l'austérité, comme après le sauvetage des banques en 2008. Pas l'austérité pour les subventions aux patrons, l'austérité pour l'hôpital public, par exemple. Cette austérité qui a créé la situation dramatique actuelle dans la santé, qui fait que la courbe des capacités d'accueil est si basse face au pic épidémique. Et alors, la boucle sera bouclée et nous serons en marche vers la prochaine catastrophe. Le voilà, le monde d'après si on n'y fait rien. La gauche, elle, nous promet un capitalisme à visage humain, un capitalisme non austéritaire. Mais il est impossible d'y croire, d'autant que l'acte 1 de leur capitalisme à visage humain consiste à valider les plans de sauvetage des capitalistes actuels. Les capitalistes sont choyés, les banques centrales les arrosent de monnaie et de crédit, les États les arrosent de subventions directes ou indirectes prises sur nos impôts. Ils sont choyés mais pas sauvés, car l'argent magique en fait a réellement ses limites.
La création monétaire et la ponction fiscale des pauvres, c'est une chose. Mais le plus important, ça reste quand même la création de valeur. Et ça, il n'y a qu'une chose qui puisse le faire, c'est le travail humain. C'est ça la matière première du capital. C'est pas les dollars. C'est le travail humain que le capital exploite, accumule aux dépens des salariés et qui constitue ses précieux profits. On le redécouvre à l'heure du confinement. Les dollars pleuvent et le travail se fait rare. Eh bien, la crise menace. Et c'est là qu'on redécouvre les essentiels, les indispensables, tous ceux qui sont d'ailleurs essentiellement en France des smicards. Le débat sur le caractère essentiel ou non d'une production n'est pas si simple. Sur l'image, j'ai mis une blague de Poutou qui a été épinglée à cause de ça par Christophe Castaner. On s'y essaye un peu avec humour. C'est vrai que dans un pays qui distribue plus d'amendes que de masques, il est certain que les flics ne font pas un boulot essentiel. Alors, plus sérieusement, il est vrai que toutes les activités sont un peu interdépendantes dans l'économie moderne. Il est impossible de définir une activité essentielle. Sitôt publiée, la liste devrait être revue. Pour vendre un litre de lait, il faut des camions, des routes, du BTP, des garages, de l'électricité. Tout est imbriqué. C'est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie de Macron, qui dit ça. On lui donnerait presque raison si on ne sentait pas quand même là-dedans un prétexte pour continuer à produire la denrée essentielle au système capitaliste, c'est-à-dire les profits. Car la vraie question, c'est pas quelle activité est essentielle, mais quelle activité est essentielle à qui, à quelle classe sociale. Alors de ce point de vue, les prévisions des économistes qui s'inquiètent toujours de la santé des profits des capitalistes, ces prévisions sont alarmistes. Les estimations actuelles font état d'une perte de produit intérieur brut de l'ordre de 30% au deuxième trimestre dans la zone euro. Le taux d'utilisation des capacités industrielles, c'est-à-dire des usines, est de 25%. Un salarié sur quatre de l'industrie est au travail, disait Patrick Artus la semaine dernière, proportion qui a sûrement un peu augmenté depuis et qui est très certainement alarmiste au vu des retours qu'on a du nombre de salariés, y compris de secteurs non essentiels, qui sont forcés de risquer leur peau à aller bosser. Alors, les capitalistes sont empêchés relativement, pendant le confinement, de produire, mais ils veulent se positionner pour l'après. Et le revoilà d'ailleurs leur monde d'après. Après cette parenthèse épidémique embarrassante, place à la vraie guerre, celle qui vaut le coup d'être menée avec les grands moyens, pas la guerre sanitaire, mais la guerre commerciale capitaliste, la concurrence dans la production de profit. Être en bonne position à la sortie, ça veut dire par exemple pour l'industrie automobile, avoir des stocks pour absorber le rattrapage des ventes. Ça, c'est leur espoir qu'il y ait un rattrapage des ventes. Donc, produire dès maintenant, avant la levée du confinement, pendant le confinement, pour que dès la sortie, il y ait des bagnoles sur le marché. Et là, on la voit, la grosse contradiction entre la santé publique et la santé des profits. Par exemple, à l'usine de Vesoul, qui compte encore 1200 salariés qui sont obligés de continuer à travailler, 128 parmi eux sont infectés, c'est-à-dire plus que 10%. Les profits d'abord, la vie des salariés après, la propagation des épidémies encore après. Dans l'aéronautique, c'est pareil. La concurrence à la vie et à la mort entre Airbus et Boeing pousse à la production d'avions pendant le confinement. Et le gouvernement considère lui-même cette production essentielle, puisqu'il a autorisé par décret Airbus à importer des masques pour la production dès le 20 mars, en pleine pénurie dans les hôpitaux. Qui pourra ergoter sur le caractère essentiel de produire tout de suite des avions ou des voitures? En réalité, on est au cœur du moteur du système, l'exploitation du travail salarié. C'est la marque de fabrique, si j'ose dire, du capitalisme. C'est son oxygène. Et là, on voit que la contradiction entre le capitalisme et les mesures sanitaires à prendre actuellement, elle est au cœur de la production capitaliste. Il s'agit donc pas seulement d'humaniser le capitalisme, même pas seulement de tenir un peu la finance en laisse en fermant les bourses ou en nationalisant les banques, mais d'en finir avec la loi du profit, donc de s'attaquer non pas au libéralisme ou au néolibéralisme, mais au capitalisme lui-même. D'autant plus que la contradiction ne s'arrête pas là. Alors que les uns sont sommés de risquer leur peau pour aller se faire contaminer à l'usine, le chômage grimpe en flèche. Parce que l'épidémie de chômage est bien plus fulgurante encore que l'épidémie de Covid-19. Et ce n'est pas une catastrophe naturelle. Ce n'est même pas le symptôme de la crise capitaliste. Non, c'est le remède patronal et gouvernemental à la chute des profits. C'est le revers de la médaille et la conséquence des plans de sauvetage et de l'austérité qui va avec. Le chômage, c'est le résultat de l'exploitation décuplée en temps de crise et la garantie que cette exploitation pourra continuer.
En France, 5 millions de salariés sont au chômage partiel. Combien parmi eux finiront au chômage tout court? Aux États-Unis, où le marché est plus débridé, 10 millions de salariés se sont inscrits au chômage en 2 semaines. C'est la courbe que vous pouvez voir en haut à gauche. 10 millions, c'est un record, c'est 20 fois le taux normal. Et encore, le chiffre est probablement sous-évalué, mais il avait été sous-évalué aussi dans le passé. En comparaison, 9 millions d'emplois au total avaient été perdus lors de la grande récession à la suite de la crise financière de 2008. En 2 ans, là, 10 millions en 2 semaines. La conséquence de ça, vous l'avez en dessous avec une image frappante, ce sont les SDF de la ville de Las Vegas. Las Vegas, c'est une ville d'hôtels, c'est une ville de jeux. Les hôtels sont fermés aujourd'hui, ils sont vides. Et qu'est-ce qu'on fait pour confiner les SDF de Las Vegas? Eh bien, on fait un marquage au sol pour qu'ils respectent les distances de sécurité tout en dormant dehors. Alors, face à ce fléau du chômage, il faut faire l'inverse à nouveau des capitalistes. Il faut interdire au patronat de licencier en lui imposant le maintien du salaire intégral et le partage du travail entre tous en cas de baisse d'activité. Aujourd'hui, l'État français paye les salaires de 5 millions de travailleurs. C'est les 5 millions de chômeurs partiels. Mais c'est au patronat de payer ces salaires. Et cela donne une idée des moyens que l'État pourrait dégager pour venir en aide aux plus pauvres dans cette épreuve de confinement, mais aussi pour embaucher directement dans les services publics essentiels, anciens et nouveaux, dans des conditions de sécurité sanitaire optimales. Alors, on sait que dans les pays riches comme la France, ce sont les pauvres qui payent le plus cher la catastrophe en cours. La mortalité est beaucoup plus élevée en Seine-Saint-Denis que dans les Hauts-de-Seine. On peine à imaginer les conséquences de l'épidémie dans des pays pauvres, comme l'Algérie, l'Inde, l'Afrique subsaharienne ou Haïti. On a décrit la semaine dernière la situation catastrophique là-bas, qui ne tombe pas du ciel, mais qui vient du pillage impérialiste du monde entier par les grands groupes capitalistes. Eh bien, 3 mécanismes financiers actuels, immédiats, vont aggraver encore la crise en cours dans ces pays. En tant que mécanismes financiers, ce ne sont pas des catastrophes naturelles, ni même des faits sociaux inévitables, mais ce sont des choix politiques. D'abord, la chute du pétrole, la chute des cours du pétrole et des prix des matières premières non alimentaires en général va sécher les finances des pays producteurs, dont beaucoup sont des pays pauvres. Ensuite, on a environ 1 milliard de personnes dans le monde qui est concerné par le flux d'envoi de fonds. C'est-à-dire que les travailleurs migrants qui viennent travailler dans les pays riches envoient des fonds à leurs familles. Ça représente une source de revenus absolument pas négligeable pour les pays les plus pauvres. La fermeture des frontières à cause de l'épidémie et surtout des choix politiques qui sont faits signifie que nous allons être confrontés à une chute précipitée des transferts de fonds de ces travailleurs dans le reste du monde. Enfin, la dette des pays les plus pauvres a explosé. C'est le graphique en haut à gauche. Elle a explosé, elle a doublé même depuis 2010. Une grande partie de cette dette est libellée en dollars américains. Or, on l'a vu pourquoi le dollar augmente en ce moment du fait de la crise financière. Donc, cette dette va devenir un fardeau insupportable dans les semaines à venir quand elle ne l'est pas déjà, comme c'est le cas au Liban. Alors, cette crise qui est aggravée par ces 3 leviers financiers, qu'est-ce qu'elle nous promet comme monde d'après dans les pays pauvres? Eh bien, la direction du monde d'après est indiquée par le président de la Banque mondiale, qui a dit il y a une semaine, je cite, ces pays devront mettre en œuvre des réformes structurelles pour aider à raccourcir le délai pour une reprise économique. Les pays qui ont des réglementations, des subventions, des régimes d'autorisation, une protection commerciale, nous travaillerons avec eux pour favoriser les marchés, le choix des perspectives de croissance plus rapides pendant la reprise. À nouveau, ce coronavirus y joue son rôle de révélateur. Oui, la catastrophe qui se joue dans les pays pauvres, relégués à la périphérie du monde capitaliste, se décide en réalité dans les grands pays impérialistes. Elle nous concerne donc au premier plan, pas seulement au nom de la solidarité humaine, mais aussi de la solidarité entre exploités et opprimés contre un ennemi commun, le grand capital. Alors, voilà les plans de sauvetage de la bourgeoisie et le monde d'après qu'elle nous promet. Eh bien, en face, ou je ne devrais pas dire en face, mais dans l'opposition, on a des propositions à gauche qui essayent de s'en démarquer. J'en ai déjà un petit peu parlé, mais je voudrais vous faire quelques citations quand même
de l'ampleur des désaccords qu'il y a avec ce qu'on pense nous. Bon, d'abord, commençons par les grandes différenciations qu'ils font à gauche. Ils choisissent toujours de parler du libéralisme pour ne pas avoir à dénoncer le capitalisme. Euh, D'ailleurs, le chef des Verts, M. Cormand, explique que la bataille idéologique à venir se fera sur ce clivage entre libéralisme et pas libéralisme, mais pas du tout sur le capitalisme. Il s'enthousiasme pour les nationalisations qu'il voudrait que Macron prenne plus rapidement. On en a déjà discuté. Mais surtout, ils font une espèce d'amalgame entre les méfaits du capitalisme et la mondialisation de la production. Je vous cite M. Ruffin. Soit c'est un virus de droite et on a le confinement, l'individualisme, les écrans. Soit c'est un virus de gauche et on a les frontières, les nationalisations et le plafonnement des prix. Donc, suivant M. Ruffin, la gauche, c'est les frontières et les nationalisations. Je vous cite Madame Trouvé, porte-parole d'Attaque. Il faut se poser la question. On relocalise, oui, mais pourquoi faire? C'est-à-dire que la donnée de base, c'est de relocaliser, c'est ça l'idéologie, et elle rajoute quand même gentiment, pourquoi faire? Bon. Alors sa réponse, c'est un Green New Deal solidaire, écologique et social, avec l'aide d'une taxe kilométrique, qui plaira beaucoup à nos camarades gilets jaunes, je pense. Et puis la synthèse de tout ça, elle est faite par un texte de la France insoumise que je vous recommande de lire. Il nous dit il va falloir relocaliser vite et bien, donc il met au centre vraiment ce problème des relocalisations, et qui termine quand même avec un petit clin d'œil à Macron, parce qu'ils ont voté le budget quand même, donc ça mériterait bon, un petit geste dans leur sens. Un gouvernement de salut commun est urgent. Et d'ailleurs, Ruffin rajoute que tout devrait passer par un grand ministère de l'écologie, parce qu'il faut rouvrir notre imaginaire politique. Comme d'habitude, les directions syndicales, elles appuient le discours de la gauche, parce qu'elles sont incapables d'une politique indépendante. Elles sont même allées, je parle là, y compris de la CGT, qui est même allée à signer un relevé de conclusion en commun avec le MEDEF, le jour où la gauche votait au Parlement les 350 milliards d'aides au patronat. Voilà, l'important, c'est l'Union nationale en marche, le reste, c'est pour la galerie. Mais on va s'arrêter quand même en faisant mine de prendre au sérieux cette idée de relocalisation et de frontières, qui semble en passe de devenir la différenciation exclusive entre le macronisme et son opposition de gauche. Au plus grand profit, je le dis, je ne le répéterai pas, mais c'est important, au plus grand profit de l'extrême droite, qui en récoltera nécessairement les fruits électoraux. Il fait envie le monde d'après quand même. Hein. Alors, est-ce que nous sommes face à une épidémie de la mondialisation? Voilà la question à laquelle on va s'attaquer. Bah, la réponse va être un peu nuancée, oui et non. Je vous ai mis une petite carte qui ne date pas d'aujourd'hui, la carte de l'Europe à gauche. C'est la propagation de la Grande Peste à partir de 1347. Donc c'était il y a longtemps. Donc la peste, c'est une maladie infectieuse aussi, qui n'est pas bien un virus, mais qui se transmet d'homme à homme. C'est une époque où les déplacements étaient très peu courants et où les frontières étaient bien plus nombreuses qu'aujourd'hui. Le territoire de la France actuelle était lui-même très morcelé. À cette époque, comme vous le voyez, la peste s'est propagée à toute l'Europe. Le virus ne connaissait pas les frontières ni des duchés ni des comtés, de même qu'aujourd'hui, le virus n'a pas de passeport. Hier comme aujourd'hui, les frontières n'arrêtent pas et ne peuvent pas arrêter les virus. Ceux qui prétendent euh, le contraire utilisent en fait le prétexte de l'épidémie pour mettre en avant leur idéologie réactionnaire. Alors, il y a quand même une grande différence avec la diffusion de la Grande Peste, c'est le temps et la géographie de la propagation. Parce que la Grande Peste, c'est ça la légende de la carte. Vous avez en rouge très foncé, c'est-à-dire ça part de la Turquie. En rouge très foncé, on est en 1347. Et puis ça va du rouge foncé au jaune pâle, et on arrive au jaune pâle après 1351. Donc vous voyez, la vague épidémique met 4 ans à aller de la Turquie à la Finlande en passant par la France. Bon, ces pays ne s'appelaient pas du tout comme ça à l'époque, mais c'est comme ça que je le dis. Euh, Aujourd'hui, je vous ai mis la carte des lignes aériennes. Aujourd'hui, c'est complètement différent.
Si vous regardez la carte des lignes aériennes habituelles qui est en haut à droite, elle se superpose quasiment avec la carte de la pandémie au stade où elle en est actuellement. La maladie est apparue dans le centre de la Chine, dans le Hubei, et ne s'est pas propagée de proche en proche comme la grande peste, d'autant que la Chine a contenu l'épidémie à l'intérieur de cette province. Le virus, par contre, s'est baladé au gré des lignes aériennes pour arriver à Milan, par exemple, avant d'arriver à Bangkok. Alors oui, la diffusion est rendue plus erratique et toute épidémie est d'emblée un risque de pandémie. Mais comment faire face? Le repli national absolu et permanent est lui-même une utopie réactionnaire. La fermeture sur ordre des frontières est à la fois impossible à mettre en place et pas forcément à la bonne échelle. La Chine, par exemple, a mis la ville de Wuhan en quarantaine, puis la région du Hubei. Ce ne sont pas spécifiquement des frontières nationales qu'il s'agirait d'activer. Au contraire d'ailleurs, regardez la situation des réfugiés des îles grecques, qui étaient bloqués là bien avant la pandémie au nom d'une politique raciste et démagogique. Eh bien, dans cette situation, ces frontières criminelles en temps normal deviennent de véritables bombes à retardement sanitaire en cas d'épidémie. Alors, l'argument de la gauche, c'est désormais la souveraineté. Chaque peuple ou chaque nation devrait relocaliser ses productions afin de produire tout à domicile et de pouvoir se barricader dans les coups durs. Notons quand même que cette conception fait complètement l'impasse sur les désastres en cours dans les pays pauvres, dont les richesses et les travailleurs ont pourtant payé un lourd tribut à la puissance de notre fameuse nation française. Alors maintenant qu'on est plus haut et eux plus bas, paf, là, on ferme les frontières. Mais c'est de toute façon une illusion et au pire un mensonge. Non, la France ne peut pas être indépendante, ni dans l'alimentaire, ni dans la fabrication de masques, ni dans la fabrication de médicaments. Même en relocalisant, il y aurait au moins le besoin de matières premières. Tiens, nous y revoilà par le biais des matières premières dans les pays pauvres d'Afrique ou du Moyen-Orient, par exemple. Poser le problème uniquement sous l'angle de la relocalisation, c'est exonérer complètement les principaux responsables de la situation, qui sont les capitalistes. Le problème, ce n'est pas la mondialisation des chaînes de production, le problème, c'est le profit. Le problème, ce n'est pas de se replier dans nos frontières pour se mettre à l'abri du grand capital. Le grand capital est chez nous, il est d'ailleurs partout. Le problème, c'est d'exproprier le grand capital. Et pour ça, les travailleurs du monde entier ont plus intérêt à se serrer les coudes qu'à se séparer par nationalité. Pour illustrer ces idées générales, j'avais prévu trois exemples à chaud et d'importance. La production de masques, la production de médicaments et la production de nourriture. Je vais vous épargner la production de masques parce qu'on n'a pas le temps et parce que c'est tout à fait discuté largement en ce moment dans la presse et on pourra de toute manière en parler dans le débat. En tout cas, on va passer directement au tour du secteur de la santé avec la production notamment de médicaments. Le secteur de la santé, donc, c'est un des marchés capitalistes les plus rentables, dont les fleurons sont l'industrie pharmaceutique. D'ailleurs, ils ont beaucoup monté en bourse ces derniers temps, comme vous pouvez le voir sur le texte du diapo, si vous arrivez à le lire à droite. Évidemment, en termes de santé dans les pays riches, le contre-exemple le plus effrayant est certainement américain. Les USA sont en train de devenir le foyer mondial de la pandémie, et pour cause. Les soins même essentiels y sont payants. Les assurances privées, qui sont devenues obligatoires depuis Obama, sont tatillonnes et rechignent à rembourser pour un oui ou pour un non. Les arrêts maladie dépendent de l'existence ou non d'un accord d'entreprise, et souvent il n'existe pas. Tout cela est catastrophique en termes de lutte contre une maladie infectieuse, car les travailleurs ne sont pas incités ni à se soigner, ni à s'arrêter de travailler. En France, on a la santé gratuite. Je mets des gros guillemets. En comparaison, en tout cas, c'est sûr qu'elle est gratuite. Mais. Il y a pas mal d'entorses qui se multiplient ces derniers temps. Développement du privé d'un côté et délabrement du public de l'autre, délabrement bien organisé avec l'application des méthodes du privé dans l'hôpital public. On en a longuement discuté. Disons quand même qu'un passage aux urgences en France n'est pas aussi ruineux qu'aux USA et qu'un arrêt de travail ne coûte que les 3 jours de carence et la perte des primes. Je mets là aussi le que entre guillemets. Alors où se cache le marché dans la santé? Eh bien notamment dans l'industrie pharmaceutique. Sur la photo, vous voyez que 3 entreprises sur 4 sont français. Et ces géants de la pharmacie ont des profits qui sont assurés par la bienfaisante sécurité sociale que nous chérissons tant, mais dont l'action consiste tout de même à mutualiser l'épargne des travailleurs pour la refiler à l'industrie privée de la santé. D'ailleurs, il y a quelque chose d'assez extraordinaire à ce que face à cette demande centralisée en monopole d'État, la Sécu,
On a une offre de médicaments complètement privée et très rentable, l'industrie pharmaceutique. C'est en fait une situation de rente pour ce qu'on appelle le big pharma, dont les profits sont garantis uniquement par les largesses artificielles de la Sécu. Là, je parle de la France. Alors, côté recherche, eh bien, la recherche privée est au point mort, au point mort, autant le dire. Sauf pour les maladies les plus rentables ou les cosmétiques, mais alors contre les maladies infectieuses, il n'y a rien. La recherche publique, quant à elle, est dépouillée au profit de cette pseudo-recherche privée, comme l'a dénoncé le virologue Jérôme Canard, dont je vous recommande aussi la lecture. Mais même la production de médicaments déjà connus n'est pas assurée. D'ailleurs, une agence américaine s'en inquiétait dès le 24 janvier dernier et identifiait 20 médicaments qu'elle n'a pas révélés en risque de rupture aux États-Unis parce que fabriqués en Chine qui étaient alors confinés. Les autorités se sont interrogées, mais elles se sont heurtées à un mur quand elles ont cherché à retracer l'origine précise des molécules servant à fabriquer ces médicaments. Je cite, aucun laboratoire n'a accepté de partager ces informations. Et d'ailleurs, le gouvernement américain ne les a pas non plus, nous dit cette agence. Alors, cette pénurie de médicaments, elle se dessine, on la retrouve dans Le Monde du 26 février, où un PDG indien de l'industrie pharmaceutique nous dit ceci: si cette histoire de coronavirus se poursuit pendant plus d'un mois, cela commencera à créer un énorme problème pour tout le secteur pharmaceutique. C'était le 26 février, nous sommes donc le 5 avril. Alors, il y a eu un épisode intéressant, c'est quand un collectif de professionnels de la santé ou du médicament a posé un recours devant le Conseil d'État en France pour obtenir du gouvernement qu'il réquisitionne des moyens de production pour fournir du matériel et des médicaments. Le Conseil d'État a rejeté cet avis jeudi dernier et le gouvernement a assuré qu'aucune mesure contraignante ou coercitive n'était envisagée à ce jour vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique. Alors évidemment, on pourrait imaginer d'en arriver à reprogrammer les lignes de production en France ou ailleurs. Seulement, il faudrait encore savoir où trouver les ingrédients nécessaires à la fabrication des médicaments. Et aussi quels ingrédients chercher et dans quelle proportion. C'est une question cruciale pour remédier aux pénuries. Car les chaînes de production sont éclatées et certains principes actifs sont produits en masse dans des usines indiennes ou chinoises qui d'ailleurs arrosent toutes les grandes marques. Mais en plus, les brevets, le secret commercial s'oppose à la divulgation des informations de fabrication et il s'impose même face à l'urgence. Alors face à cela, on nous dit il faut relocaliser. Mais on n'est pas face à un problème logistique, on n'est pas face à un problème de pénurie de principes actifs. Non, ce qu'il faut, c'est lever le secret commercial, lever les brevets, exproprier les grands groupes pharmaceutiques qui vivent comme des parasites sur tout système de santé, qu'il soit public comme en France ou privé comme aux USA. Alors cela permettrait de centraliser tous les moyens de la recherche en définissant les priorités en fonction des besoins et pas en fonction de la demande solvable, et enfin de planifier la production. Notons déjà d'ailleurs à ce propos, on en rediscutera dans le débat, que les travailleurs du secteur de la santé et de l'industrie pharmaceutique en particulier, eh bien, ils ont entre leurs mains tous les secrets de fabrication et de production à l'heure actuelle. Seulement, chacun d'entre eux a une partie de l'info, mais à eux tous, ils savent tout puisqu'ils produisent. La levée des brevets et du secret commercial est donc autant une revendication générale qu'un mot d'ordre pour la lutte. Parce qu'en s'organisant, les travailleurs découvriraient qu'ils ont tous les accès et qu'ils sont capables de synthétiser tous les secrets des capitalistes. Alors voilà pour l'industrie de la pharmacie. Je passe aussi, faute de temps, sur l'industrie agroalimentaire. J'en arrive quand même, pour terminer, avec 5 minutes de retard, j'en suis navré, sur notre programme finalement. Alors, on a fait un tour pour voir le marché des masques, le marché des médicaments, le marché de l'agroalimentaire et de voir les verrous qui pèsent sur leur utilisation pour les besoins sociaux, verrous qui sont liés à l'organisation capitaliste de la production et du marché et pas du tout à un défaut logistique des chaînes de production et de leur caractère mondial. Il est temps de revenir à l'alternative initiale. On a dit socialisme ou barbarie. Bon, on a vu qu'il y a beaucoup de possibilités pour le monde d'après, mais il y a une certitude. Il n'y aura pas de capitalisme à visage humain, qu'on l'appelle New Deal vert ou plan Marshall de je ne sais quoi. Et d'ailleurs, ces plans en eux-mêmes n'ont en rien humanisé le capitalisme, mais ont par contre ont sauvé ses profits. Longtemps, le capitalisme est apparu comme la seule alternative. Améliorée, bien sûr, on nous disait. Le choix se faisait entre ces variantes
notamment depuis la chute de l'URSS. Capitalisme à l'allemande, à la française ou à la chinoise, à l'américaine. Mais derrière tous ces régimes, on retrouvait fondamentalement la dictature du capital. Mais la crise financière de 2008, la crise sanitaire actuelle et la crise climatique à venir révèlent l'impasse dans laquelle ce système d'exploitation entraîne l'humanité. La barbarie nationaliste d'un autre temps, que les moyens de production ont pourtant largement dépassé, est toujours là. Et certains voudraient encore la renforcer. Cette barbarie nationaliste est indissociable de la barbarie capitaliste de l'exploitation du travail salarié. Alors il n'y aura pas de raccourci. Pour que les choses changent en faveur des travailleurs dits essentiels que les médias redécouvrent en ce moment et que désormais le gouvernement craint, en faveur de tous les pauvres laissés de côté dans ce système, pour qu'on puisse dire plus jamais ça pour de vrai, il faudra exproprier la bourgeoisie, socialiser les moyens de production et planifier démocratiquement cette production. Oui, ces idées, nous devons les populariser dans la situation actuelle. Parce que de quelque côté qu'on regarde, j'ai pas pu parler des masques, mais j'ai parlé de l'industrie pharmaceutique et de la santé en général. J'aurais pu vous parler du secteur de l'alimentaire, on a parlé de la finance. De quelque côté qu'on regarde, parce qu'on pourrait aussi discuter du secteur de l'énergie avec la catastrophe écologique, du secteur du logement et en fait de tous les autres secteurs, de quelque côté qu'on regarde, oui, il faut exproprier les capitalistes. Alors, contre toutes les fausses solutions qui dévie en fait de cette cible. Il faut marteler cette perspective essentielle aujourd'hui qui a une chance d'être comprise. Il faut renverser le capitalisme. Il faut combattre les fausses solutions nationales en particulier et qui pullulent aujourd'hui. D'ailleurs, dans l'histoire, c'est ce qui a différencié le trotskisme du stalinisme et du réformisme en général. Non, le communisme lui-même ou le socialisme n'a pas été discrédité en URSS, mais la monstruosité stalinienne baptisée socialisme dans un seul pays, qui n'avait de socialiste que le nom. Cette socialisation des moyens de production à l'échelle internationale ne pourra être réalisée que par une révolution qui dépasse les frontières. Les États actuels sont tous au service du capital, quel que soit leur régime plus ou moins démocratique ou autoritaire. Ils ne seront en aucun cas des outils de cette révolution, mais des adversaires acharnés. Les travailleurs devront renverser ces États et construire le leur, un État ouvrier, pour exproprier la bourgeoisie et commencer la planification de l'économie suivant les besoins et non les marchés. Voilà, d'après nous, le monde d'après qui vaut la peine d'être vécu et le seul moyen de le faire accoucher. Mais ce monde socialiste d'après, pas forcément d'après l'épidémie, mais d'après la révolution sociale, comment est-ce qu'on le prépare dès aujourd'hui? D'abord, évidemment, on le discute et on essaye de convaincre, mais cela ne suffit pas. Il faut partir de ces perspectives très générales que j'ai à peine esquissées pour en faire un programme. Bien sûr, on peut mettre bout à bout quelques perspectives tracées au cours de cette introduction. Réquisition des logements vides, socialisation des banques, expropriation de l'industrie de la santé, interdiction des licenciements, etc. C'est pas mal, et beaucoup l'ont fait à l'extrême gauche, en particulier en cette période de confinement. Vous en trouverez beaucoup sur Internet. Mais ça ne fait pas tout à fait un programme à part entière. Car il faut dire comment tendre vers notre but socialiste en partant de la situation actuelle, ici et maintenant. Et en cela, un programme ne s'élabore pas confiné derrière un écran d'ordinateur. Il ne s'élabore pas tout seul et il s'élabore même pas à 250. Il doit non seulement être la cristallisation de toutes les expériences de lutte de classe du passé et même jusqu'aux tentatives de révolution, mais il doit aussi déboucher sur des propositions d'action au présent. Alors sur quoi on peut s'appuyer dans la situation actuelle? Aujourd'hui, on voit que les appels à l'unité nationale, s'ils ont malheureusement été entendus par les travailleurs, eh bien, ils sont loin d'avoir convaincu l'intégralité de notre classe. Beaucoup en veulent à mort non seulement à Macron et à sa gestion pro-capitaliste de la crise sanitaire, mais aussi à leur patron qui les fait trimer sans protection ou bien sur des boulots pas essentiels. C'est à ces travailleurs et à leur soutien que nous nous adressons pour donner des perspectives à notre colère. Nous voyons aussi qu'en Chine, la levée du confinement a entraîné des grèves et des émeutes. Avec quelle force et quelle ampleur, ça, on ne le sait pas. Mais c'est quelque chose qui pourrait bien arriver chez nous. Nous voyons qu'au Liban, des manifestations de masse se déroulent dans la rue en ce moment même, en plein confinement, sous le mot d'ordre ne nous confinez pas, nourrissez-nous. Les bourgeois appellent ça des émeutes de la faim, et il faudrait dire que ce sont des émeutes contre la faim. Nous imaginons donc qu'il pourrait se passer des choses à la sortie du confinement. On ne sait pas sous quelle forme ni comment, mais la colère contenue ne sera pas contenue indéfiniment. On voit aussi que des réactions ont un caractère nouveau parmi nos collègues ou dans les remontées qu'on peut avoir ici et là. Beaucoup se demandent si la production qu'on leur impose de faire en temps de confinement est bien essentielle. Certains répondent non, vigoureusement. Dans l'automobile et dans l'aéronautique,
Les patrons se heurtent au refus des syndicats, qui eux-mêmes sont poussés par les travailleurs, refus des travailleurs qui ne veulent pas reprendre cette production non essentielle. À la Poste, on se demande, livrer des ordonnances et des médicaments, ok, mais à voir et dans quelles conditions? Mais livrer des lettres de licenciement ou des pubs, non. À la SNCF, on s'interroge sur l'offre de transport public. Comment l'adapter aux horaires des travailleurs essentiels qui ne font pas du 8h-17h? Ceux-là sont en télétravail. On se demande ce que contiennent les trains fret, du pétrole, des céréales ou des légumes, ou bien des pièces automobiles. Et on se heurte à nouveau au secret commercial et à la malice des patrons. Cette malice, elle a peu de limites, car toutes les productions aujourd'hui sont devenues essentielles. Dans la chimie, là où on produit l'arôme vanille, on découvre que c'est pour la pharmacie. Ouais. Du plastique? Ah, mais c'est pour les masques. Ah. Dans les fonderies, ArcelorMittal, dans le Nord, il a fallu relancer il y a 2 semaines la production d'aluminium, indispensable pour l'agroalimentaire. Mais oui, pensez aux canettes de bière et de Coca-Cola. Alors, on se pose des questions, pardon, sur les conditions de la production. À quelles conditions est-ce qu'on peut considérer qu'on travaille en sécurité? Et on se pose des questions sur la production elle-même, puisqu'on risque toujours un peu sa peau à aller la gagner, que ce soit pour des respirateurs plutôt que des bagnoles. Alors oui, on veut avoir notre mot à dire dans la production, ce qui est pourtant le droit divin des patrons au nom du sacro-saint principe de la propriété privée. Ces incursions dans la propriété privée sont pour l'instant plus que timides et prennent le plus souvent, et à juste titre d'ailleurs, la forme du droit de retrait. Mais la logique de la situation indique qu'elle pourrait se développer. Prenons l'affaire des respirateurs. PSA veut rouvrir ses usines, donc s'achète une image en ouvrant non pas une chaîne, mais un atelier de 50 salariés maximum pour assembler des respirateurs. Opération de com, pour à côté avoir 1200 salariés actifs à produire des voitures à Vesoul. Regardons aussi outre-Atlantique. Trump a forcé la main à General Motors pour qu'il produise 740 000 respirateurs. Alors là, on dépasse la com, c'est bien indispensable. Mais pour quand seront-ils produits? On n'en sait rien. Pour combien? Secret commercial. Mais on parie combien que ça va rapporter à General Motors? Oui, bien sûr, il faudrait réquisitionner les équipements industriels et les convertir aux productions urgentes, mais pas pour en faire profiter le patronat. Au contraire, il faut lui faire payer l'opération. Et ce genre de reconversion devrait se faire dans des conditions sanitaires draconiennes. À quoi sert de faire produire un respirateur dans la journée à un salarié qui en aurait besoin le lendemain du fait de son activité à l'usine? Le contrôle de la production, de sa destination, de son coût et de ses conditions, ce sont les travailleurs eux-mêmes qui sont les mieux à même pour le faire. Pas les bureaucraties syndicales qui sont alignées partout sur le patronat dans l'Union nationale. Ces bureaucraties ne peuvent pas contrôler le capital puisque ce sont elles qui sont domestiquées par le capital. Un véritable contrôle ouvrier serait une sacrée incursion dans la propriété privée, une sacrée préparation du monde socialiste de demain, mais à une condition, qu'il soit porté par la perspective d'en finir définitivement avec le capitalisme, donc avec l'exploitation, et pas seulement de la mettre sous contrôle. Voilà, désolé, j'ai un petit peu dépassé, mais je laisse la place au débat. Merci beaucoup de votre attention.